Voilà pour ce nouvel entretien des éveilleurs. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui l'excellent Charles Consigny, écrivain, journaliste, chroniqueur de radio et de télévision et désormais également avocat depuis 2 ans. Alors, quand certains arrivent péniblement à travailler 35 heures par semaine, vous avez au moins 3 métiers différents. Vous faites comment et pourquoi vous avez choisi de porter la robe ? Non, mais merci beaucoup de venir m'interviewer. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Je n'ai qu'un seul métier, je suis avocat. Je ne peux pas vraiment me dire journaliste. De toute façon, je ne pense pas que les deux professions soient... Encore qu'on pourrait imaginer, mais je ne fais pas d'enquête journalistique. Le plus que je fasse en termes de journalisme, c'est de temps en temps... un peu de chronique littéraire, on va dire, puisque ça m'arrive de critiquer des livres, de parler de livres qui viennent de sortir et dont j'ai envie de parler, dans les colonnes du Point, sur le site internet du Point. Et sinon, je fais plus de l'opinion, on va dire, de l'éditorial, dans cette émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui est diffusée sur RMC, et parfois dans d'autres canaux. Mais 95% du temps, je suis avocat. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, que j'adore. Je fais essentiellement du droit pénal et c'est un métier qui me passionne. Donc pour moi, la question même de porter la robe, etc., ne s'est jamais vraiment posée. C'est juste que ça m'a pris plus de temps de prêter serment, de devenir avocat, que de commencer à travailler dans la presse, ce qui a fait que je suis d'abord apparu comme journaliste, éditorialiste, etc., pendant que je faisais mes études de droit. Mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est avocat, et voilà, c'est un métier qui me passionne. Bon, alors justement, puisque vous êtes avocat, mais aussi très bien informé, nous avons voulu vous interroger sur notre triste actualité française sous l'ère du Covid-19 qui ferait rougir de plaisir Staline. Alors, ma première question, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux des gens malades et gravement malades depuis 6 mois ? Oui, non, si. Non, mais ça, on peut se poser la question. Non, j'en ai vu. Moi, je ne remets pas en cause la réalité de cette crise sanitaire, le fait que les hôpitaux soient engorgés. Je connais des gens, en effet, qui ont été en réanimation, un ami asthmatique, j'en connais. Voilà, je ne nie pas la réalité du problème. Simplement, là où je peux souscrire à ce que vous venez de dire, c'est que je trouve que les mesures qui sont prises pour lutter contre cette pandémie me paraissent complètement dépassées ce qu'un gouvernement devrait être autorisé à faire. Et il me semble que tout devrait être mis en œuvre pour éviter des mesures du type confinement, couvre-feu, etc., qui sont quand même des atteintes irréelles aux libertés, à tel point qu'on a parfois l'impression de vivre dans un roman de science-fiction. Donc, oui, mais je vous coupe parce que vous dites, bien sûr qu'il y a eu des gens malades, on a vu au mois de mars les hôpitaux se remplir. Pour autant, on dit quand même encore aujourd'hui que certes, l'épidémie s'étend, mais il y a peu de gens malades, très peu de gens gravement malades, et quasiment une infime minorité de gens qui meurent de cette maladie. D'où cette question, à un moment donné, pourquoi fait-on tout ça ? Si vous voulez, on est dans une logique d'anticipation, c'est-à-dire qu'on se dit que si le gouvernement est conseillé par des médecins, par des praticiens hospitaliers, qui lui disent que si rien n'est fait avant telle date, dans tel délai, etc., on aura X personnes en réanimation avec des services de réanimation débordés. Et donc, comme on ne veut pas arriver à des scènes où on ne peut pas soigner les gens parce qu'on n'a pas assez de place pour les soigner, on prend des mesures préventives. Après, moi, je sais pas, j'ai pas tellement envie disons que j'espère quand même qu'on ne nous ment pas sur la réalité de ces projections. Mais est-ce qu'il n'y a pas un excès de précaution ? On finit par se poser la question. Peut-être qu'il y a un excès de précaution. Après, peut-être qu'il y a un excès de précaution. Je ne sais pas. Il y a 200 000 morts aux États-Unis, il y en a plus de 30 000 en France, il y en a dans le monde entier. Voilà, simplement, je pense que, quelle que soit la gravité de la crise sanitaire,
Et en tout cas, tant qu'on est dans ce type de seuil, dans ce genre de fourchette de nombre de malades, nombre de personnes dans les hôpitaux, etc., je pense qu'on ne devrait pas prendre les mesures qui sont prises aujourd'hui. Je trouve que ce sont des mesures qui sont excessives et qui, en plus, sont extrêmement dangereuses puisqu'elles risquent quand même à moyen terme d'affaiblir considérablement l'économie française qui est déjà très faible. Donc, oui, mais justement, avant de parler d'économie, on parlait de cette problématique du système de soins qui manifestement pourrait être engorgé, mais en tant que citoyen, on peut aussi se poser la question. Je veux dire, on a élu des politiques qui, depuis 40 ans, sont censés, je ne sais pas, prévoir un certain nombre de risques. Il y a notamment, on en a beaucoup parlé, du livre blanc de la Défense qui, en 2008, avait dit un des risques majeurs dans les prochaines années, c'est une pandémie mondiale. Et nous, on se retrouve avec 5000 lits de réanimation dans un pays de 68 millions d'habitants. Qu'ont-ils fait de nos impôts ? Enfin, est-ce qu'il n'est pas là aussi le problème ? C'est qu'on n'a tout simplement pas préparé l'avenir. Non, ça, c'est une question qui est totalement légitime. D'ailleurs, les enquêtes qui sont en cours portent partiellement là-dessus. Je pense que c'était tellement en même temps bizarre cette pandémie, c'est-à-dire que c'est arrivé, espèce de virus qu'on n'avait jamais vu, extrêmement contagieux, dans un premier temps extrêmement dangereux pour certains publics, pour les personnes âgées en particulier, pour les gens qui présentent ce qu'on a appelé les comorbidités, que même si en effet on doit attendre des gouvernements qu'ils prévoient les choses, moi je me dis que par exemple si j'avais été aux affaires, si j'avais été dans le gouvernement, de toute façon on ne m'aurait jamais nommé ministre de la Santé, mais imaginons que j'ai eu je ne sais quel poste, je ne pense pas que je me serais préparé à une pandémie de cet ordre-là avant le mois de mars, avant que ça arrive effectivement. Pourtant, il parlait des fameux stocks de masques qui avaient... Oui, mais en tout cas, je sais que moi, ça n'est pas... moi, jamais je lui aurais une chose, imaginé. Je ne pense pas que je me serais attardé là-dessus, donc je ne veux pas faire le grief maintenant aux responsables politiques, en tout cas ceux qui n'étaient pas particulièrement spécialistes, de ne pas avoir prévu tout ça, etc. Je pense que par exemple, reprocher à Édouard Philippe une histoire de stock de masques, pas sûr que ce soit... Ah oui, je pense que c'est en revanche, il y a d'autres gens au ministère de la Santé. Voilà. En revanche, par contre, ce qui me paraît légitime, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis la première vague, puisque on a eu cette crise sanitaire, on a dû confiner la population parce que les hôpitaux étaient engorgés, on nous rapportait des scènes apocalyptiques, etc. Entre parenthèses, les cliniques privées n'ont jamais été vraiment mobilisées, donc est-ce qu'il y a une défaillance de ce côté-là ? C'est une question qui reste en suspens. Est-ce qu'elles le sont aujourd'hui ? Et je trouve que depuis mars, la moindre des choses qu'on aurait pu attendre des responsables publics, c'est d'organiser les hôpitaux afin qu'ils puissent accueillir un peu plus de malades qu'ils n'ont pu le faire en mars et avril. Et ça, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui avec une certaine stupéfaction que ça n'a pas vraiment été fait et que comme ça n'a pas vraiment été fait, on se retrouve de nouveau à devoir enfermer les gens chez eux. Donc là-dessus, oui, là-dessus je trouve qu'il y a des responsabilités qui doivent être éclaircies. Et je pense d'ailleurs que si les responsables politiques qui ne sont pas aujourd'hui aux affaires, je dirais de façon assez large, valident et comprennent ces décisions-là, c'est aussi parce que eux, à leur époque, n'ont pas manifestement anticipé. On dit quand même clairement que ça fait depuis des années que des postes de soins sont supprimés à l'hôpital, que les hôpitaux, les chirurgiens, les directeurs d'hôpitaux se plaignent de budgets qui sont remis à peau de chagrin chaque année. Donc je pense que de toute façon, il y a clairement une responsabilité politique qui remonte bien au-delà d'Emmanuel Macron, mais qui à mon avis est quand même vraiment politique. Sinon, à quoi ça sert d'élire des gens si ce dont ils peuvent s'occuper, ils ne le font pas ? Non, mais là-dessus, on sera totalement d'accord. Moi, je défends depuis très longtemps l'idée que je ne suis pas du tout contre l'État par principe, contre les services publics. Je pense que l'État doit s'occuper de ce dont il est le seul à pouvoir vraiment bien s'occuper. Et la santé me paraît en faire partie, même s'il y a des cliniques privées, etc., qui fonctionnent très bien. Enfin, le système français n'est pas forcément le seul système possible. Néanmoins, la santé à la française
d'une façon générale, je mets un peu à part cette pandémie, me paraît être un système qui fonctionne bien au sens où c'est quand même un système où, quelle que soit votre situation, vous savez que vous pourrez être soigné le mieux possible par des gens très bien formés, etc. Mais le problème, c'est que comme l'État s'est énormément dispersé dans ses missions et dans les dépenses publiques, le résultat, c'est qu'il n'y a plus assez de budget pour les services publics qui sont essentiels. Et ça me paraît être une faute impardonnable de nos responsables politiques, c'est de gaspiller l'argent public. On est très véhément quand il s'agit de collecter l'argent public, les gens qui déclarent mal leurs revenus, etc., le payent très cher. Mais en revanche, quand il s'agit de dépenser l'argent public, alors là, il y a une espèce d'ouverture des vannes aberrante, et donc il y aura une longue liste à faire, mais on voit que les initiatives gouvernementales, les initiatives des municipalités, les initiatives des conseils régionaux, territoriaux, etc., fleurissent tous les jours avec toujours des idées, en général, très souvent idiotes, très souvent idéologiques, très souvent inutiles, et parfois on est vraiment consterné par l'inutilité et l'absurdité des initiatives des uns et des autres, et là on met de l'argent public qui ne va pas dans des services publics essentiels. Ça, je pense que c'est un vrai problème, et on voudrait qu'à l'issue de cette crise, on prenne ce sujet en main. Le problème, c'est que quand on dit ça, le nouvel argument massu qui permet de disqualifier les gens qui disent ça, c'est de dire qu'ils sont populistes. Et en fait, l'accusation de populisme est devenue le paravent qui permet de dissimuler tous les errements et qui permet de protéger toutes les prébendes, tous les abus, toutes les places chaudes que la République permet. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Je pourrais prendre il y aurait plein d'exemples à prendre, mais je sais pas, l'audiovisuel public, de gabegie invraisemblable d'argent public, le système des intermittents du spectacle qui n'est pas du tout géré, qui n'est pas contrôlé, qui est extrêmement déficitaire, ce système où le cinéma français, quand on fait un film, les gains sont privés et les pertes sont publiques, c'est-à-dire que si le film marche, les producteurs, etc., gagnent beaucoup d'argent. En revanche, s'il ne marche pas, c'est de toute façon l'État qui éponge ça, puisque ça marche avec ce système des intermittents, etc. Donc il y a une kyrielle comme ça d'endroits où on pourrait remettre les choses à l'endroit. D'ailleurs, la Cour des comptes ne se prive pas de les stigmatiser, mais on ne peut plus le faire, puisque si on propose de le faire, si on est considéré, décrit, dépeint comme populiste, etc. Oui, mais donc on est bien d'accord qu'il y a une responsabilité politique essentiellement. Politique. Oui, il y a une responsabilité politique. Après, c'est eux qui décident. Il y a une responsabilité politique très claire sur l'état, très étrange d'ailleurs, l'état de l'hôpital aujourd'hui, où les médecins, on a les meilleurs, sans doute parmi les meilleurs médecins du monde, dévoués, pas très bien payés, extrêmement compétents, extrêmement travailleurs, qui nous décrivent des hôpitaux dignes de pays sous-développés, et qui nous décrivent aussi, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui n'est toujours pas traité en dépit des discours publics, qui nous décrivent aussi une influence de l'administration et une mainmise de l'administration sur la gestion des hôpitaux, qui en général est une catastrophe. C'est-à-dire que quand les administratifs prennent la main sur la gestion des hôpitaux, ce qui est le cas depuis quelques années, en fait c'est catastrophique pour tout le monde, pour les médecins, pour les patients et pour l'hôpital. Et ça, l'administration a pris une telle place, elle est tellement puissante, les systèmes sont tellement installés de syndicats, etc., que ça devient impossible de revenir là-dessus. Voilà un chantier qui me paraîtrait utile post-Covid, rendre le pouvoir dans l'hôpital aux médecins. Oui, je crois que la réforme des 35 heures a fait aussi beaucoup de mal à l'hôpital public. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Comme celui-là, oui. Parce qu'ils ont fait perdre beaucoup d'argent. Bon, puisqu'on n'a pas assez d'hôpitaux qui sont en capacité de nous accueillir, aujourd'hui, clairement, on se retrouve dans un hôpital à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous inspire ces visages masqués matin, midi et soir? Tout ça est quand même un peu sinistre. Bien sûr que tout ça est sinistre.
Écoutez, moi, honnêtement, j'ai dit ça tout à l'heure aux grandes gueules, mais donc je le répète volontiers, je regarde avec émotion et avec amour les meetings de Donald Trump aux États-Unis, où les gens viennent sans masque, sans rien, de manière totalement désinvolte par rapport à cette pandémie. Ils sont des milliers regroupés, alors certes dans des endroits à ciel ouvert en général, puisque c'est des tarmacs d'aéroports, mais ils sont des milliers regroupés là, ils font la fête, ils participent à ces grandes messes politiques que sont les meetings. Et moi, je trouve que l'attitude de Trump, que tout le monde stigmatise dans tous les sens et que tout le monde dénonce comme étant totalement irresponsable, idiote et tout ce qu'on veut, me paraît en fait être une attitude possible face à cette crise sanitaire, c'est-à-dire au moins il défend quelques valeurs de la démocratie libérale. Et il apparaît, je crois que c'était dans le Figaro aujourd'hui, que Trump est peut-être un des derniers défenseurs, aussi paradoxal que cela puisse sembler, un des derniers défenseurs de la démocratie libérale. Et moi je suis assez consterné par ces mesures. Je pense qu'on pourrait tout à fait faire autrement. On pourrait demander aux gens fragiles de se protéger, par exemple. On pourrait nous-mêmes faire attention quand on croise des gens fragiles, quand on rend visite à ses grands-parents, à ses parents s'ils sont d'un certain âge, etc. Mais au lieu de ça, on a basculé dans un truc qui me paraît en plus être la suite logique d'un mouvement très profond et que tout le monde vit de manière quotidienne, qui est le basculement dans une société complètement obsédée par les règlements, les procédures. Et ça, c'est qu'il y a une docilité incroyable. Où on se heurte à des policiers, des gendarmes, des responsables administratifs, etc., qui nous expliquent que c'est leurs consignes et qui les appliquent d'une manière totalement bête et méchante, sans aucun discernement, où on a tout le temps l'impression de faire face à des murs de refus et d'incompréhension, où on nous parle mal. Je veux dire, demain, vous avez un contrôle routier, vous avez une chance sur deux pour qu'on vous parle mal, pour qu'on vous traite pas. Je vous arrête. Moi, normalement. J'ai reçu une contravention parce que je n'avais pas de masque sous mon casque automobile dans Paris il y a 3 semaines. Par exemple, et amusez-vous à contester cette contravention, le temps que vous allez y passer. Mais pas un minimum de compréhension Donc voilà, c'est une société qui devient, qui devient très triste et qui devient très répressive, mais une espèce de petite répression constante partout. Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu terrorisé les gens ? Où jamais rien n'est possible, on demande quelque chose, on a toujours quelqu'un pour nous répondre que c'est pas possible, que telle règle l'interdit, que tel service est fermé, que tel accès est condamné. L'autre jour, j'ai voulu aller, je vous dis tout, dans le palais de justice à la chambre de l'instruction de Paris. La porte par laquelle on passe d'habitude et qui nous amène assez facilement au greffe de la chambre de l'instruction a été condamnée à cause du Covid. Seuls ceux qui disposent d'un badge spécial peuvent emprunter ce chemin-là, sinon vous devez faire tout le tour du palais pour passer par les étages en haut, soi-disant parce que c'est meilleur de faire comme ça pour éviter de propager le Covid. Et l'intégralité du palais, je parle du palais qui est sur l'île de la Cité, le vieux palais, est entièrement fléché. Vous devez passer dans un sens et pas dans un autre. Vous pouvez vous asseoir à un endroit du banc mais pas à un autre. Et il y a des petites pancartes partout et des petites flèches partout. Et moi j'ai envie de dire, les gens qui ont fait ça, pardon de le dire, c'est de la stupidité en fait au bout d'un moment. Ça devient terrible de voir comme finalement les cons, les gens les plus idiots ont pris le pouvoir parce que ce sont les plus idiots qui ont toujours envie d'imposer le plus de règles. Et en fait, dans la société actuelle, c'est celui qui a le plus envie de mettre des règles à qui on donne raison. Et ben, j'aimerais bien qu'on inverse ce mécanisme-là. Ils ont en face des citoyens hyper dociles, c'est un truc de fou. Bah ouais. Mais je veux dire, il y a aucun sens critique. C'est l'époque, les gens s'en foutent, ils attendent que ça passe, ils sont contents chez eux, ils commandent des Deliveroo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne suis pas dans les salons des gens, je sais pas comment. Qui peut se réjouir de ça ? L'époque est comme ça, vous savez, on dit que le silence des chaussons est parfois plus dangereux que le bruit des bottes. Et ben, je pense qu'on est en plein silence des chaussons. En tout cas, plus de restaurants, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de messes. Franchement, quand on voit le nombre aujourd'hui relativement faible de morts du Covid, comparé en plus à 1000 autres maladies,
Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt craindre de mourir de tristesse et d'ennui plutôt que de la Covid-19 ? On va voir, on est dans une situation Les gens sont déprimés en France aujourd'hui, terriblement déprimés. Je crois que le gouvernement ne s'en rend pas compte à quel point la santé mentale des gens est affectée par tous ces règlements absolument absurdes qu'on nous pond depuis 6 mois. Non, mais les gens étaient déjà déprimés avant. Non, mais là, c'est carrément... Il faut bien dire que la France est un pays dépressif depuis longtemps maintenant. C'est un pays dans lequel on est taxé à 75%, dans lequel on est extrêmement surveillé, dans lequel il y a énormément de chômage. Donc c'est un pays qui a quelques raisons d'être déprimé. Et c'est sûr que les mesures sanitaires n'arrangent rien. Je ne sais pas, j'espère quand même que si le gouvernement prend des décisions pareilles, c'est qu'il a des vraies raisons impérieuses de penser que s'il ne le fait pas, ce sera une vraie catastrophe. En même temps, on sait que les gouvernements ne sont pas infaillibles et qu'ils prennent parfois des décisions iniques. Donc, est-ce qu'ils ont tort de faire comme ça ? Encore une fois, je vous dis, je vois la Suède, je vois les États-Unis de Trump. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, en rapportant au nombre de morts, au nombre par habitant, ils ont des chiffres tellement plus élevés que les nôtres. Je sais en tout cas que la Suède, ce n'est pas le cas. Et que oui, on est peut-être dans une espèce d'ivresse, d'orgie réglementaire. Si Philippe Muret était encore de ce monde, je pense qu'il en tirerait des chefs-d'œuvre, parce que on sent une espèce de jouissance dans l'interdiction chez beaucoup de gens. Il faut voir, quand vous n'avez pas votre masque, ou quand vous le mettez, par exemple, moi il m'arrive de le mettre, j'avoue que je fais partie de ceux qui mettent parfois leur masque sous leur nez, parce que si j'ai ce jour-là mes lunettes de vue, ça fait de la buée sur mes lunettes, mais vous avez toujours un idiot qui est là pour se précipiter pour vous demander de remettre votre masque, de le mettre sur votre nez, etc. Et je suis désolé, mais moi je trouve ces gens-là, d'abord en général je me moque d'eux de manière ouverte. Il faut résister à cette envie de se surveiller les uns les autres. Il faut résister à ça, je pense. Je pense qu'il faudra que dans quelques années, peut-être que quand même on se dira qu'on a été un tout petit peu loin cette année. André Comte-Sponville a été jusqu'à déclarer « Je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie que de ne pas l'attraper dans une dictature. » Bon, port du masque obligatoire, traçage des populations, interdiction des fêtes privées, couvre-feu maintenant, interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. Enfin, c'est quand même du jamais vu. Qui va se lever pour défendre nos libertés pulvérisées ? Il n'y a que Charles Consigny qui aujourd'hui ouvre la bouche en France. Je me lève très peu. C'est ahurissant. Bah, c'est parce que moi, vous le dites, vous osez le dire. Oui, au risque d'ailleurs de passer pour un irresponsable, un extrémiste, un complotiste, ce qui n'est pas du tout le cas. Je crois à la réalité de cette crise sanitaire. Je pense juste qu'on pourrait faire autrement. Le problème aussi qu'on a, c'est que d'autres pays dans le monde appliquent des restrictions à peu près similaires. J'ai vu qu'à Londres, c'était extrêmement dur. On n'a plus le droit de recevoir qui que ce soit dans les démocraties occidentales, oui. À Montréal, ils ont failli autoriser la police à rentrer chez les gens sans mandat d'un juge, comme ça, parce qu'on suspectera un dîner, etc. Oui, façon, si vous voulez, je c'est déjà le cas en France. On rentre dans un monde orwellien. Et ce qui m'inquiète, il y a plusieurs choses. Mais d'abord de voir qu'on constate qu'on rentre dans un monde comme ça, et on ne se dit pas que les chefs-d'œuvre de la littérature, comme 1984, sont là pour nous avertir. De même que les leçons de l'histoire sont là pour nous avertir. Tout le monde a vu La vie des autres, ce film sur la RDA, la Stasi, etc. La surveillance des citoyens frénétique par l'État. Tout ça devrait nous mettre quand même la puce à l'oreille et devrait nous faire penser que peut-être on ne peut pas laisser l'État faire ça, aller jusqu'à ces extrémités-là. Mais on est face à un phénomène inconnu qui est ce virus qu'on ne voit pas, qui se répand partout, qui est partout. Qui quand même, à un moment donné, a engorgé les hôpitaux. Et donc, en fait, dans le doute, on laisse l'État agir parce qu'on a un doute sur ce qui pourrait se passer si l'État n'agissait pas. Et on se dit que le remède est peut-être encore un peu
moins pire que le mal. Mais moi, j'aimais beaucoup quand Donald Trump disait, y compris pendant la première vague, le remède ne peut pas être pire que le mal. Vous me demandez de fermer la première économie du monde, je ne le ferai pas puisque le remède serait pire que le mal. Et peut-être qu'on s'apercevra quand on tirera les enseignements de tout ça et quand on verra par exemple que l'économie française se sera totalement écroulée, que nos finances publiques ne parviendront plus à supporter l'invraisemblable ouverture des vannes qui a lieu depuis la première vague, peut-être qu'on se dira que Trump, dans cette période, contre toute attente, a été le seul homme d'État des démocraties occidentales. Oui, mais d'ailleurs, enfin, en l'occurrence, il a été aussi décrié, mais le président brésilien a dit, mais moi, j'ai pas les moyens de fermer mon économie. Je préfère que les gens, enfin, je préfère prendre un risque plutôt que les gens crèvent de faim. C'est parce que, oui, ces mesures-là sont quand même beaucoup prises dans les démocraties occidentales. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est quand même aussi beaucoup nos vieux 68ards qui aujourd'hui sont en responsabilité et objectivement le fameux slogan il est interdit d'interdire à croire qu'ils l'ont oublié parce que nous on a quand même l'impression que les jeunes générations aujourd'hui sont clairement sacrifiées peut-être parce qu'ils sont terrorisés par leur propre mort plus proche évidemment que les jeunes, que celle des jeunes et que comme cette maladie potentiellement présente un risque plus important pour les personnes de plus de 60 ans en gros. En fait, ils sont prêts à tout briser pour peut-être se préserver 5, 10, 15 années de vie supplémentaire. Enfin, c'est quand même... est-ce que c'est pas notre rapport à la mort qui en réalité aujourd'hui est un véritable problème ? Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne pense pas qu'on puisse quand même demander aux gens de se sacrifier pour que les jeunes puissent faire des fêtes dans leurs écoles de commerce. C'est bien, ça va bien plus loin. Hein. Il faut quand même raison garder. Je ne sais pas, moi j'étais un jeune très fêtard, je pense que j'aurais probablement participé à des soirées clandestines pendant ces périodes de confinement et de couvre-feu. Les jeunes aujourd'hui sont très civiques, j'observe. L'autre jour, ce sont les plus disciplinés d'ailleurs. Enfin bon, c'est bizarre quand on a 30 ans de dire les jeunes, 31, mais ils sont très civiques, on va dire. Tant mieux. Je ne sais pas. Ah bah tant mieux. Je me demande parfois s'ils ne sont pas un peu trop gentils. Mais il y a une grande sagesse, je trouve, chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quand je parle avec des étudiants d'école, etc., je trouve qu'ils sont très sages, très matures, très raisonnables. Oui, très raisonnable, trop raisonnable. Pourquoi pas ? Ça peut être l'évolution de la société. L'Occident devient très chiant, en réalité. La France devient un pays très chiant. Ah oui, les médias sont un ennui terrible. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. La production artistique est soporifique. Les débats sont une interview de Castex, mais ça se tire une balle. Donc je ne sais pas, peut-être qu'ils suivent ce mouvement. Je veux dire, regardez ce que Hidalgo fait de Paris. Ça devient la ville la plus ennuyeuse du monde. On allait y venir. Ça devient la ville la plus ennuyeuse du monde. Moi, j'ai jamais connu Paris aussi morte, en réalité. Elle a complètement tué cette ville. J'ai le souvenir quand même, je ne suis pas si vieux, j'ai le souvenir d'une ville beaucoup plus vibrante, où il se passait des choses, où il y avait des nouveaux lieux qui ouvraient tout le temps, où il y avait des touristes étrangers, riches, qui je ne sais pas comment vous dire, il y avait une ambiance. Maintenant, il y a des plots en plastique jaune partout, des gens à vélo, on a l'impression d'être à Pyongyang, tout est désert. Les cafés, les boutiques, etc., mettre la clé sous la porte parce qu'en fait, confinement, charge sociale, etc., plus de touristes, ça marche plus. Les écoles ferment. Mais Paris, ça devient très étrange. Oui, mais enfin, j'allais en parler. Le bouleversement, on va dire, climatique a précédé cette crise sanitaire et clairement a laissé la voie ouverte à ces nouveaux mouvements écolos, bobos qui transforment nos villes, comme vous le disiez. Parce que Grenoble, c'est aussi connu que Grenoble est en train de mourir économiquement parce qu'ils ont fermé les voies de circulation et c'est bon. Peut-être qu'un jour on le réalisera, mais malheureusement trop tard. Nos campagnes se recouvrent inexorablement d'éoliennes. Donc on a tout un paysage urbain-rural qui est bouleversé par les écolos. Et là aussi, on a l'impression qu'avec une docilité incroyable, personne ne réagit, à part mettre son masque
gentiment et subir tout ça en percevant son chômage partiel devant sa série Netflix le soir en mangeant une pizza. C'est ça la France aujourd'hui. C'est quand même un peu glauque. Hein. Ouais, il faut espérer que ce soit juste une passade. Je l'espère, oui. Il faut espérer que ce soit juste une passade. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il manque. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que quelqu'un comme Emmanuel Macron, il a l'air moderne, il a l'air dynamique. On a l'impression qu'avec ce président-là, on est dans la modernité. En pratique, il compte parmi ses plus proches amis Lynn Renault et Stéphane Bern. Il emploie un langage des années 50. Il parle de poudre de perlimpinpin, etc. Bon, je pense qu'au fond, ça n'est pas quelqu'un qui est totalement raccord avec son image. Et je pense que dans sa politique, en réalité, il n'y a pas la modernité et l'élan qu'il essaye d'afficher. Et donc on est dans une situation paradoxale où en fait on est probablement gouverné par quelqu'un qui a des idées de 4ème République, alors qu'on a l'impression d'être gouverné par un start-upper frénétiquement moderne. Et c'est ça qui, à mon avis, je pense, empêche l'émergence d'une personnalité plus forte, au sens plus... qui réveillerait davantage le pays. Et Macron, loin de le réveiller, là c'est caricatural avec le couvre-feu, il a un côté hypnotiseur et on a l'impression qu'il nous met en permanence du chloroforme sous le nez. C'est-à-dire, il commence par nous habituer aux décisions qu'il va annoncer. Une fois qu'on est bien habitué, il les annonce exactement comme on les attendait. Il fixe des délais en disant « attention, on réexaminera à ce moment-là ». Comme ça, on est bien, voilà, on est dorloté, on est ballotté, on est bercé jusqu'à être endormi. Et il y a le chômage partiel, et l'État paiera, et quoi qu'il en coûte, et on va faire telle aide, etc., etc. Et donc, tout à coup, alors qu'on n'a rien demandé, on se retrouve pris en charge de A à Z par cet homme dont on ne soupçonnait pas du tout ça. On ne croyait pas du tout qu'il ferait comme ça. Qui prendrait des risques, tout simplement. Et donc, moi, je pense qu'à cette présidence chloroforme, il faudra que succède une présidence qui réveille un peu les gens et qui notamment remette tout le monde au travail, arrête d'assister l'intégralité de la population, sorte complètement l'État de l'administration de l'économie, puisque là on est dans une économie qui quand même tient du soviétisme, hein, quasiment. Enfin, l'économie est désormais officiellement administrée. On a même un commissaire au plan en la personne du brillant François Bayrou, dont on attendait bien sûr impatiemment toutes les lumières pour remettre l'économie française en route. Lui qui a un parcours de chef d'entreprise remarquable, lui qui a créé des milliers d'emplois tout au cours de sa carrière, on ignorait, mais François Bayrou est un entrepreneur majeur. C'est pour ça qu'on lui donne le commissariat au plan pour planifier l'économie française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'espère qu'on va sortir de ça. J'espère que les gens vont se réveiller, mais j'ai, comme vous, cette espèce d'inquiétude à me dire, on sent une telle résignation qu'on se demande si c'est encore possible. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est encore possible. Je vois qu'il y a des appels comme celui de Nicolas Bedos, que j'ai trouvé très bienvenu et très gaulois. Oui, il faudra comment on y tombe dessus. Je vois les réactions quand même à ce couvre-feu qui sont franchement pour beaucoup peu enthousiastes, voire qui le réprouvent. Je pense que par exemple, si le gouvernement se hasardait à reconfiner la population, là on verrait l'émergence d'un vrai mouvement protestataire. Je pense, en tout cas moi j'en prendrai ma part et je ferai ce qu'il faut pour qu'il existe. Mais le problème c'est que aussi les gilets jaunes, qui étaient pour le coup un réveil populaire à mes yeux, ont été tellement brutalisés par les forces de l'ordre, par la justice, par le gouvernement, que ça a un peu dissuadé les gens de se soulever. C'est-à-dire qu'on a quand même cassé de manière très dissuasive, en faisant vraiment preuve de violence, en commettant des violences sur les gens, on a cassé leur volonté de se soulever. Et donc,
finalement, on est dans un pays où la liberté de manifester est remise en cause, la liberté d'aller et venir est remise en cause, la liberté économique est remise en cause. Toutes les libertés sont remises en cause, tantôt parce qu'il faut rétablir l'ordre dans la rue, tantôt parce qu'il y a la crise sanitaire. C'est bizarre. On vit une période très bizarre. Vous parlez des Gilets jaunes, quand vous pensez qu'on leur a concédé péniblement le gel de la taxe carbone il y a 18 mois, après 6 mois de mouvement dans la rue, quand maintenant on déverse des milliards d'euros chaque jour, on se dit c'est surréaliste. Oui, mais moi je ne pense pas qu'il fallait répondre aux Gilets jaunes en ouvrant des vannes de dépenses publiques. Les Gilets jaunes, au début, ont protesté contre des taxes sur l'essence. Ça a été le point de départ de cette contestation populaire. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire que de distribuer de l'argent public. On pouvait faire en sorte que leur salaire soit augmenté, on pouvait augmenter la place des salariés dans les conseils, de sortir du système de caste. Quelque chose qui me paraît très fort en France et de plus en plus, c'est qu'il y a un système de caste lié à l'État qui tient le pays et dont la défense de ses intérêts ne peut se faire qu'au détriment du reste de la population. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens, très peu de gens, qui administrent les grandes entreprises, donc ils sont dans les conseils d'administration et aux directions des grandes entreprises, ils ont tous fait les mêmes études, les mêmes parcours, etc., on connaît par cœur. Ce sont des grandes entreprises qui en général sont des émanations étatiques, Engie, Suez, Veolia, Total, tout ça, ce sont des entreprises en réalité publiques, parapubliques, qui n'ont pu exister que parce qu'au départ, l'État les a financées, créées, c'est des entreprises qui ont été privatisées, etc. En général, elles sont quasiment en situation de monopole dans leur domaine. En général, ce sont des entreprises par lesquelles vous êtes obligé de passer pour votre vie quotidienne. Vous êtes obligé d'avoir de l'électricité, vous êtes obligé de ceci, cela. Et en fait, maintenant, le système français, là où il y a pour moi un vrai problème, c'est que soit vous avez fait les bonnes études, etc., vous êtes dans les bons milieux qui font que vous faites une carrière qui vous amène à passer par des cabinets ministériels, puis par des grandes entreprises du privé. On a quelques caricatures bien connues de conseillers d'Emmanuel Macron qui maintenant sont au sein de grands groupes qui font une espèce de navette entre les deux. Bon. Et donc vous êtes en fait dans cette oligarchie, il faut dire les choses comme elles sont, en tout cas dans cette élite politico-économique. En France, les deux se mêlent. Et dans ces cas-là, vous vivez bien, vous êtes bien payé, vous avez un emploi relativement garanti, vous avez beaucoup d'avantages, vous vivez bien. Et si vous n'êtes pas dans ce système, vous vivez mal. Si vous êtes dans le reste du secteur privé, si vous avez le malheur d'être un petit indépendant qui a son petit business plus ou moins important, mais que vous n'êtes pas lié d'une manière ou d'une autre à l'État ou aux entreprises d'État. Vous nous décrivez l'URSS. Et que vous ne faites pas partie de cette caste. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que... Et en fait, je suis frappé de voir qu'à force, ce système produit quelque chose qui en effet ressemble à ce qui a pu être connu sous les dictatures soviétiques, c'est-à-dire qu'il y a une nomenclatura qui tient les choses et qui vit bien, et il y a le reste de la population qui subit cette nomenclature. Effectivement, ça laisse à réfléchir. Bon, j'aurais une dernière question qui nous permet d'avancer, de changer de sujet. N'êtes-vous pas gêné quelque part que les mêmes qui prennent tant de précautions au nom d'un virus, au nom des animaux, au nom de la nature et que sais-je encore, accompagnent et cautionnent des évolutions législatives, enfin même qui soutiennent, qui privent délibérément un enfant de son père. Je pense à la fameuse PMA sans père dont on a débattu et dont notre association évidemment a combattu. On a beaucoup débattu récemment de l'extension du délai pour l'avortement. Et là, c'est l'homme qui est touché. Et donc aujourd'hui, on finit par se demander parfois si on ne déplace pas le curseur. Alors à la fois, on masque tout le monde pour éviter qu'il y ait le moindre mort d'une maladie, et je dirais c'est très bien. Et en même temps, on se permet des évolutions qui, quelque part, nous mettent face à un risque absolument majeur pour l'évolution de l'humanité.
Moi, je ne serais pas. Enfin bon, je vous avoue que c'est pas des sujets qui me. Oui, j'imagine qui qu'ils me n'avons pas les passionnent mêmes. outre mesure parce que je ne suis pas contre la PMA sans père. Pour moi, franchement, personnellement, à titre personnel, etc., je ne vois pas de problème à ce qu'une femme seule ou deux femmes fassent des enfants par une PMA. Pour moi, ça n'est pas quelque chose qu'il faut interdire, et je pense que les enfants qui naissent comme ça sont aussi heureux et aussi malheureux que les autres enfants. Donc, par exemple, si j'étais député, je ne me serais pas opposé à la PMA. Je ne me serais pas opposé à ce genre de PMA. On a peu de recul. On a peu de recul. Oui, sur ce... mais je sais pas comment vous dire. Moi, ça me paraît pas. En tout, ça me paraît pas. On a quand même un peu de recul puisqu'il y a quand même pas mal maintenant d'enfants qui ont grandi comme ça et dont on a plutôt l'impression que ça se passe bien. Pas de PMA qui ont conduit à ce qu'il y ait effectivement le père qui du coup ne soit pas dans on connaît tous des couples de femmes lesbiennes qui ont fait des enfants avec la PMA ou de femmes seules qui approchaient de l'âge où elles ne pourraient plus avoir d'enfants, qui en ont fait avec une PMA et on a plein d'exemples. Et en tout cas, moi, les exemples que je connais, même si j'ai pas fait des études là-dessus, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pas plus que dans les familles avec un papa et une maman. Là, ce qui moi me chagrine davantage, c'est la GPA. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Il y a un vrai sujet avec la GPA puisque ça conduit à exploiter le corps des femmes, des mères porteuses, de manière, c'est sans précédent quand même, de faire porter un enfant par quelqu'un qui ne va pas garder cet enfant et de lui donner en échange 10 000 ou 100 000 euros, peu importe. De toute façon, Donc vous êtes contre la GPA éthique? Oui, je pense que la GPA éthique, c'est un oxymore. Pour moi, je ne pense pas que ça existe vraiment, la GPA éthique. Je recommande un livre que j'ai eu l'occasion de défendre qui s'appelle La gestation pour autrui, d'une professeure de droit de la Sorbonne que j'ai eu comme professeur, qui s'appelle Muriel Fabre-Magnan. C'est un livre extrêmement brillant et qui est très convaincant pour moi pour interdire la GPA. Voilà, il faut se résoudre à l'idée qu'on ne peut pas demander à une femme de porter des enfants contre de l'argent et ensuite la séparer des enfants qu'elle a portés. J'entends, mais que répondrez-vous aux couples homosexuels hommes qui nécessairement ont aussi légitimité on trouve une autre solution, on adopte des enfants, oui, on adopte des enfants. On fait des enfants avec une femme qu'on connaît et qui a envie d'avoir des enfants. Mais ça, il y en a qui ça choque considérablement, ce discours-là, il y en a que ça choque considérablement. Qu'ils soient choqués, c'est pas grave. Et voilà, donc c'est ça, moi, ma position sur ces sujets-là. Et quant aux macronistes qui défendent telle ou telle de ces positions, si vous voulez, pour moi, enfin bon, je ne sais pas s'ils réfléchissent tellement à ce qu'ils font en réalité. Je pense qu'ils font des choses, mais sans trop y penser. Oui, mais par exemple, parce que la loi de bioéthique, dans le contexte, on voit bien que sur un plan climatique, sur un plan sanitaire, on a des nouvelles menaces qu'on n'aurait jamais imaginées. On rencontre des nouvelles menaces qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer. On pourrait imaginer que par rapport à l'homme, à l'embryon qui est le petit de l'homme, il faudrait être quand même beaucoup plus précautionneux qu'on ne l'a jamais été, puisque de fait, la nature, parfois, elle arrive par une porte où on n'a pas vu venir. Oui, mais où est le problème, par exemple, dans la PMA? Moi, je ne vois pas où est le risque. Non, moi, nous, en fait, c'est la question qu'on se pose, c'est pas l'impact pour les mères qui vont élever cet enfant, c'est l'impact peut-être psychologique pour les enfants. Dans la construction d'un enfant qui, mais ça, encore de fait, une fois... n'a pas ce repère du père et de la mère qui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a sans forcément avoir... Oui, mais regardez un enfant qui est élevé par une femme seule, par exemple, même imaginez, il grandit sans père, il peut quand même comprendre ce que c'est qu'un père. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas où est c'est sûr que c'est différent d'une famille avec un papa et une maman, mais je pense pas que ça soit un frein à ce que les enfants soient épanouis et équilibrés. Je pense qu'ils peuvent l'être quand même en étant élevés par une femme seule ou deux femmes, ou deux hommes d'ailleurs, ou un homme seul. On a bien compris votre position et je vous remercie de me l'avoir donnée. Avant de vous quitter, j'aimerais que l'amoureux de la liberté et de la vie que vous êtes finisse quand même sur une note d'espoir. Que dites-vous aujourd'hui aux gens pour leur laisser espérer qu'au bout de la nuit, ils retrouveront la lumière? Je ne sais pas, je sais pas. Je pense que
Je pense qu'il faut tout faire pour rester libre le plus possible. Voilà, je pense que en 2020, comment on fait en France mais je pour pense être libre? que si le gouvernement va trop loin, il faudra s'opposer. Il va pas déjà trop loin? Il va loin. Il faudra voir combien de temps ça dure. C'est vrai que c'est déjà angoissant. Mais si ça devient insupportable, il faut s'opposer. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'aimerais un pays et un peuple émancipés de la tutelle de ces responsables politiques qui, quand même, dans l'ensemble, sont nuls, et de cet État qui est devenu complètement impotent. Voilà, je rêve d'un projet d'émancipation des citoyens français qui retrouveraient leur dignité, leur fierté, leur indépendance, qui soient de nouveau traités comme des adultes, qui soient de nouveau traités comme le grand peuple qu'ils sont, et qu'on ne soit pas là cajolés, infantilisés, hypnotisés et endormis comme on l'est maintenant. Donc passons cette étape. Essayons avec le gouvernement de faire baisser le nombre de cas, etc., etc. C'est très bien. Et peut-être qu'une fois qu'on en aura bien ras-le-bol, quelque chose de nouveau et de puissant émergera de tout ça, et on redeviendra un pays offensif. Mais là, je suis en effet inquiet de voir qu'on est un pays ratatiné. Néanmoins, à mon avis, ça ne peut pas durer. Je pense que la France est un pays trop merveilleux et trop historiquement fabuleux pour continuer longtemps comme ça. Donc voilà, je pense peut-être qu'il faudra un ras-le-bol. Voilà. J'attends le moment d'un vrai ras-le-bol et quelque chose émergera. Un chaos salvateur. Et qu'on reprenne le risque de la vie. Merci beaucoup Charles Consigny de nous avoir accordé votre temps précieux pour nous répondre. Merci de cet entretien vivifiant. Vivifiant, je ne sais pas, on essaye de rester vivant. Vous savez, Michel Houellebecq a écrit un livre qui s'appelle « Rester vivant », et le premier chapitre s'intitule « Méthode ». Et je trouve ça génial. Houellebecq, quand on voit qu'en plus il vit à basse altitude, comme il dit lui-même, il est là un peu sans être là, il est dans une espèce il plane. Mais voilà, on a encore en France des personnalités formidables comme Michel Houellebecq, comme Gérard Depardieu qui a fait une interview extraordinaire récemment, qui quand même peut nous réveiller. Je pense qu'avec toutes les personnalités qu'on a, on peut redevenir ces Gaulois batailleurs qu'on ne devrait jamais cesser d'être. Écoutez, c'est effectivement ce que nous essayons de faire, nous, avec les éveilleurs, c'est réveiller les gens et rencontrer des personnalités comme vous qui, effectivement, nous donnent envie de revivre. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.